Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite révision sur les projectiles. Le principe d'aujourd'hui est très simple. Il s'agit simplement de passer en revue les méthodes de travail et d'analyse dans le cas de problèmes de mouvement de projectiles, de mouvements paraboliques, on peut les appeler ainsi. Et pour ce faire, on va travailler dans le cahier d'exercice Trajectoire et phénomènes mécaniques, troisième édition. Donc, l'exercice qu'on travaillera ensemble, c'est celui de la page 99, le numéro 7, qui, je pense, est un très bon exemple de problème de mouvement de projectiles assez complet. On a beaucoup de choses à calculer là, pour arriver à nos fins. Donc voilà, sans plus tarder, on va procéder à l'analyse du problème et on va essayer de résoudre la situation. Donc, à la page 99, numéro 7, la situation décrite initialement est la suivante. Donc, il y a quelqu'un qui botte un ballon du haut d'une colline. Vous voyez que j'ai simplifié un peu le schéma. Pour ceux et celles qui ont le cahier là, à portée de main, vous aurez un meilleur aperçu là, du dessin qui représente la situation. Donc, c'est quelqu'un qui botte un ballon de soccer du haut d'une colline et le ballon donc atterrit à une certaine distance plus loin. Les informations qui sont données initialement sont les suivantes. La première, la portée, si vous voulez, là, la distance horizontale parcourue par le ballon, qui est de 30,6 mètres. Et la seconde, donc c'est la vitesse finale du ballon à l'impact avec le sol. Donc c'est une vitesse de 21,5 mètres par seconde à un angle donc de 49 degrés sous l'horizontale. J'ai précisé ici, là, par souci là, de convention des orientations, si vous voulez. Donc, ça représente ainsi une orientation donc, de moins 49 degrés. Le signe n'est pas là, infiniment important, tout dépendamment de la façon dont on travaille, mais chose certaine, ce qui va être important, c'est dans le calcul des composantes qu'on s'apprête à faire dans quelques instants, qu'on prenne en compte que le ballon est en train de tomber à la fin de son mouvement, il n'est pas en train de monter. Donc, on verra sous quelle forme ça se présentera un peu plus tard. Donc, comme à notre habitude, afin de travailler ce genre de situation-là, on va essayer de consigner l'information sous la forme d'un tableau, là, tel que je l'ai enseigné en classe. Donc, la structure du tableau est toujours la même. C'est nos différentes variables que l'on peut trouver dans cette situation-là. Accélération, vitesse initiale, vitesse finale, delta x ou y, delta t. Et les informations des colonnes, donc N pour la norme, O, orientation, XY, les deux composantes horizontales et verticales des mouvements. Donc, qu'est-ce que nous avons comme information au départ? Eh bien, évidemment, le delta X, donc on peut représenter dans le tableau, 30,6 mètres. Ensuite, la norme et l'orientation de la vitesse finale, 21,5 à moins 49 degrés. Et c'est tout. On n'a pas d'autres informations initialement. Ce que l'on cherche dans le problème, il y a beaucoup de choses là, qui sont recherchées. La première, c'est formulé ainsi là, dans la question, on nous demande de trouver la hauteur de la colline, donc par rapport au sol. Donc ça revient à trouver dans ce cas-là delta Y. Je pourrais représenter ici, je ne l'ai pas fait, là, mais je pourrais représenter sur mon dessin ce que cette distance-là représente, c'est-à-dire la hauteur entre le point de départ et le sol. Donc ça, ce serait ici delta Y, donc dans notre situation. Ensuite, autre chose qu'on cherche, le temps de vol. Et la troisième ou le troisième et quatrième élément que l'on cherche, c'est la vitesse initiale et l'angle de départ du ballon. Donc, ce sont ces deux informations-là que l'on cherche là, par rapport au point de départ donc, du ballon. Et encore une fois, donc la vitesse initiale, on pourrait la représenter à l'aide d'une flèche ici. Là. Bon, c'est pas très précis, on s'entend. Donc, évidemment, avec l'angle par rapport à l'horizontale, donc l'angle qui serait là, entre le point de départ et l'horizontale. Donc voilà, ce sont les différentes informations que nous avons. Évidemment, comme dans tout problème de mouvement parabolique ou de mouvement de projectile se déroulant sur Terre, les accélérations donc, de nos objets sont toujours connues. Donc, nommément en x 0, puisqu'il n'y a aucune force qui agit, aucun phénomène physique qui donnera de la vitesse ou qui fera perdre de la vitesse au ballon horizontalement. Et verticalement, bien sûr, moins 9,8 mètres par seconde carré, qui est l'accélération gravitationnelle terrestre, donc qui attire le ballon vers le sol, d'où le signe négatif.
Bon, à partir de tout ça, encore une fois, hein, j'ai souvent répété ce genre d'information, ce genre de stratégie. Quand on travaille dans un problème comme celui-là, l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de trouver le chemin qui nous mènera vers les quantités recherchées d'un seul coup. C'est souvent ce qu'on essaie de faire, c'est ce qui amène une dose de stress dans le problème parce qu'on ne sait pas quel est le chemin avant de l'emprunter. Et souvent, c'est pas la bonne chose à faire. L'idée, c'est de tout simplement calculer ce que l'on peut calculer et voir comment ces données-là que l'on calcule nous amènent à trouver davantage d'informations dans le problème et ainsi donc nous permet de cheminer et trouver ultimement les données recherchées. Donc, ce que je suggère de faire pour commencer, c'est de travailler à partir de la vitesse finale. La vitesse finale, on a la norme et l'orientation, ce qui veut dire qu'on est capable de décomposer cette vitesse finale-là de 21,5 mètres par seconde, donc sous sa forme de composante horizontale et verticale. Et donc, j'ai représenté cette chose-là et je vous invite toujours à le faire quand vous avez une vitesse, de représenter la vitesse sous forme de vecteur et ses composantes. Ça vous aidera à visualiser et éviter des erreurs banales comme des erreurs de signes et des choses comme ça. Donc, ça vous aide à visualiser pour calculer ensuite les données recherchées, puis éviter des erreurs de signes notamment. Donc, à partir de ces informations-là, vous voyez, j'ai identifié l'angle de 49. Vous voyez que je n'ai pas mis le signe négatif. Comme j'ai dit tantôt, le signe, c'est simplement pour indiquer qu'il est sous l'horizontale, mais là, on le comprend bien avec le schéma ici. Et j'ai aussi là, fait le calcul pour vous, là, évidemment, des angles intérieurs d'un triangle. On pourrait également ajouter là, que ça, évidemment, c'est un angle droit là, qui unit les deux composantes. De sorte que là, on peut calculer assez facilement les composantes à l'aide de rapports trigonométriques ou, comme je sais là, que les élèves aiment bien utiliser, la loi des sinus également. Donc, si on utilise la loi des sinus, donc sin de 90, côté opposé, c'est l'hypoténuse, c'est la norme, 21,5 mètres par seconde. Ensuite, sin de 49, côté opposé, c'est la composante verticale, VFY. Et ensuite, sin de 41, donc VFX étant le côté opposé. Dans tout ça, là, je vais faire un peu fi des démarches algébriques. Il s'agit ici de faire un produit croisé. Je pense que vous devriez être à l'aise avec ces choses-là rendues à ce point-ci. Dès lors, si vous exécutez correctement le calcul, vous devriez obtenir donc les deux réponses suivantes. La première, en X, 14,11 mètres par seconde. La seconde, en Y, moins 16,23 mètres par seconde. Et j'insiste, donc la présence du symbole négatif. Évidemment, si vous faites le calcul simplement, vous n'obtiendrez pas de réponse négative. Le fait est qu'il faut ajuster cette réponse-là parce qu'on voit bien que la composante Y donc, se dirige vers le bas. Autrement dit, à la fin du mouvement, la balle se dirige vers le sol, elle tombe. D'où la présence d'un signe négatif. Et ça, c'est absolument important. C'est le genre de choses que si on oublie par la suite, on peut avoir des drôles de réponses quand on calcule d'autres quantités, notamment des temps négatifs et ce genre de choses un peu étranges. Donc, on veut éviter absolument ces problématiques-là. Donc, pensez toujours et, comme je le disais tantôt, faire le schéma des composantes et de la norme tel que je l'ai représenté ici, eh bien, ça nous aide à éviter ce genre d'erreurs un peu banales comme des erreurs de signe. Donc, je vais ajouter ces nouvelles informations-là dans le tableau. Évidemment, on en a souvent parlé dans le cas de mouvement de projectile, mouvement parabolique. En X, il n'y a pas d'accélération, ce qui veut dire que la vitesse est toujours constante. Donc, la vitesse initiale et la vitesse finale sont identiques. Donc, 14,11 dans les deux cas. Et ça peut donc déjà nous mener vers une première donnée que l'on cherche dans le problème, c'est-à-dire le temps. Vous constaterez qu'en X en ce moment, je connais donc la vitesse et je connais également le déplacement, ce qui veut dire que je peux trouver le temps. Donc, puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement à vitesse constante, on peut utiliser la formule delta x est égal à v fois delta t. Permettez-moi de peut-être encadrer légèrement les démarches ici, ou du moins mettre une ligne entre celles-ci pour bien les visualiser. Donc ça serait l'étape 1 qu'on aurait fait ici. On s'en va vers l'étape 2, trouver le temps. Donc, delta x est égal à v fois delta t, et je vous répète, c'est toujours important de travailler avec des données qui sont soit horizontales ou verticales. Donc là, on est en x, donc delta x, 30,6 mètres, est égal à la vitesse, initiale ou finale, c'est la même, c'est une vitesse constante,
14,11 mètres par seconde. Ici, il faudra simplement diviser 30 par 14,11, le temps que ça donnera donc environ 2,17 secondes. Et c'est quelque chose qu'on peut maintenant ajouter à notre tableau. C'est une première donnée du problème que l'on recherchait. Un autre trait pour bien séparer les informations. Voilà les différentes étapes. Prochaine étape. On pourrait calculer bien les choses. Je vous suggère ici de calculer la vitesse initiale en Y. Donc, cette donnée-là ici. Pourquoi? Parce qu'elle serait essentielle si on cherche à trouver ultimement le déplacement Y. On y reviendra. Et elle sera également essentielle pour trouver la norme et l'orientation de la vitesse initiale. On y reviendra également. Donc, c'est une donnée stratégique. Et même si ce n'est pas quelque chose qu'on cherche directement dans le problème, elle sera nécessaire pour calculer les données recherchées. Pour y arriver, si je regarde les données que je connais en Y, donc je connais l'accélération, la vitesse finale, je connais également le temps. Donc je peux utiliser la formule qui représente l'accélération sous la forme VF est égal à VI plus l'accélération fois le temps. Et évidemment, là, je parle de données en Y. Donc ça, ce sera ma troisième étape. Voilà. Donc, on est en Y ici. Donc, la vitesse finale en Y, moins 16,23. Et je répète, là, les négatifs sont très importants au niveau des composantes X ou Y. Donc, faites particulièrement attention à ça. Donc, la vitesse finale en Y, elle est négative ici. Donc, est égale à VI, c'est ce qu'on cherche, plus moins 9,8 mètres par seconde carré, l'accélération gravitationnelle terrestre, fois 2,17. Encore une fois, je fais fi des détails mathématiques. Je crois que vous êtes capable d'isoler la variable VI, vitesse initiale, dans cette équation. Et si vous le faites correctement, vous devriez obtenir une réponse positive, donc de 5,03 mètres par seconde. Et pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce que c'est normal d'obtenir une réponse positive au niveau de la vitesse initiale? Mais on va avoir la confirmation dans quelques instants que oui, c'est tout à fait juste. Et je vais me permettre d'ajouter un petit schéma là, pour qu'on puisse bien le représenter. Donc, j'ajoute au tableau, je vais faire une ligne pour bien délimiter les différentes démarches qui suivront. Voilà. Donc, prochaine étape. Ben, si on constate qu'est-ce qu'on a dans notre tableau, on connaît à la fois la vitesse initiale en X et la vitesse initiale en Y. Ce qui nous permet de représenter le vecteur de vitesse initiale de la manière suivante. On connaît les deux composantes, X et Y, donc respectivement 14,11 mètres par seconde et verticalement 5,03 mètres par seconde. Et je permets ici de compléter sur ce que je disais il y a quelques instants, au moment où je vous ai dit, est-ce que c'est normal qu'on ait une vitesse qui soit positive? Absolument, parce qu'on sait très bien qu'au départ, la balle, elle est projetée vers le haut. Donc, le ballon n'est pas botté vers le bas, mais bien vers le haut. Donc, c'est tout à fait cohérent que nous ayons une vitesse initiale qui soit positive. Et c'est bien important, donc, dans une telle situation, la réponse qu'on obtient devrait être cohérente avec le schéma. Et il n'y a pas lieu ici de changer de signe au besoin, là, si vous jugez que ben non, mais c'est pas le bon signe. Si vous n'avez pas le bon signe, c'est parce que, et si c'est incohérent avec votre schéma, votre situation, c'est parce qu'il y a une erreur de calcul sous-jacente qui précède là, cette situation-là. Donc, si on revient à notre petit schéma du vecteur ici, donc si on cherche la norme de la vitesse initiale, je pense que c'est assez représentatif. Donc, sachant que nos deux composantes, évidemment, forment un angle droit, on connaît les deux côtés, donc, qui forment un triangle rectangle, les deux cathètes. Je vous fais fi encore des détails, mais évidemment, si on veut trouver la norme, on fera Pythagore. Et si vous appliquez ce théorème que vous connaissez depuis très longtemps, vous devriez obtenir la vitesse initiale, la norme, de 14,98 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse initiale du ballon qui est projeté là, obliquement au départ là, vers le haut. Donc 14,98. On l'ajoute au tableau. En ce qui concerne l'orientation, donc l'angle qu'on cherche, je l'avais représenté précédemment. Permettez-moi de le représenter à nouveau dans le petit dessin ici. Donc c'est l'angle qui est ici. C'est l'angle par rapport à l'horizontale. Donc oui, on pourrait trouver l'angle ici, mais c'est plutôt celui-là parce que c'est toujours l'angle par rapport à l'horizontale. C'était la même chose au niveau de notre vitesse finale. L'angle de 49, c'était l'angle par rapport à l'horizontale. Donc, c'est
dans les mouvements de projectiles, là, les orientations sont toujours données par rapport au plan horizontal. Donc, si je veux faire ça, mais il y a une façon d'y arriver. Je ne veux pas décortiquer encore une fois mathématiquement la trigonométrie derrière tout ça. C'est l'objet de nombreux cours de mathématiques. Mais il y a mille et une façons d'y arriver. On pourrait encore réutiliser la loi des sines. Je ne suis pas le plus grand partisan de la loi des sines, bien que c'est fort pratique, là. Mais on est dans un triangle rectangle, donc pourquoi pas utiliser les rapports trigonométriques. Et ici, on cherche l'angle. Donc ici, on connaît le côté opposé, on connaît le côté adjacent. Donc c'est un rapport tangente ici qui va nous servir afin de trouver l'angle en question. Encore une fois, là, je vais me passer peut-être des détails un peu plus fins là, au niveau mathématique, mais pour arriver à trouver donc l'angle, on devra faire l'inverse de la tangente, la fonction inverse, donc tangente moins 1 ou arc tangente. Donc côté opposé à l'angle, 5,03 mètres par seconde, divisé par le côté adjacent, 14,11 mètres par seconde. Et si vous calculez ça correctement, donc vous aurez une réponse là, de 19,64 degrés. Ce qui, si on regarde un peu là, le rapport des deux composantes y sur x, fait du sens. Un angle de 45, le y et le x seraient égal. Là, on voit que le y est à peu près 3 fois plus petit que le x. Donc, ça nous donne un angle pas loin de 20 degrés, ce qui fait du sens. Si on avait une réponse qui, par exemple, avoisinait les 70-80 degrés, ben on aurait su qu'on aurait fait une erreur. Encore une fois, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut développer pour se valider. Donc, plus qu'une réponse à trouver, c'est le delta Y. Et là, vraiment, en ayant toutes les données, sauf celle-là en Y, on peut utiliser vraiment toutes les formules qui comprennent delta Y. Vous permettrez de me laisser là, le choix là, de cette formule. Auparavant, je veux peut-être juste noter que ça, c'était la 4e étape ici. Voilà. Et on s'en va vers la 5e étape. Pour arriver à trouver delta Y, j'ai choisi d'utiliser donc la formule VF plus VI fois delta T divisé par 2. Donc ça sera la 5e étape. Il y aura eu plusieurs autres options à notre disposition. Et donc, si on remplace VF et VI, donc moins 16,23 mètres par seconde plus 5,03 mètres par seconde fois 2,17 secondes divisé par 2, eh bien ça nous donne donc au final une hauteur, un delta Y de moins 12,14 mètres. Certains pourraient être surpris de trouver un négatif, de voir une réponse négative, mais nous ne devrions pas l'être, puisque c'est tout à fait cohérent avec le fait que le ballon est parti d'une hauteur qui est plus haute pour se retrouver au sol vers un point plus bas. D'où la présence du négatif. Maintenant, si dans la réponse de la question, on doit dire quelle est la hauteur de la colline, on se fout un peu du signe. C'est peu important. Ça nous indique simplement ça nous donne une indication sur le sens du mouvement au plan vertical, c'est-à-dire vers le bas. Entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc voilà, ça fait le tour de la question. Nous avons trouvé toutes les réponses. Nous avons bien rempli notre tableau avec toutes les données possibles que l'on pouvait calculer dans cette situation-là. Et par le fait même, nous avons fait une bonne révision des façons de travailler les problèmes avec les mouvements des projectiles. Donc j'espère que tout cela vous sera fort utile. Et pour le reste, je vous souhaite bon succès dans les différents exercices que vous travaillerez.